Alors dans cette vidéo, on va voir la somme harmonique et on va montrer que la somme harmonique se comporte vraiment comme un logarithme, à tel point qu'il permet de définir le bon logarithme dans un certain sens, qui est le logarithme népérien, qui a beaucoup de bonnes propriétés qui le rendent naturel. Alors la somme harmonique, c'est la somme Sn qui est égale à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n. Donc on peut réécrire ça comme la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Cette somme harmonique, elle apparaît à beaucoup d'endroits en mathématiques et en informatique et en physique. Et d'ailleurs, il est intervenu dans une des vidéos Sense for All que j'ai faites sur la pile de cartes la plus longue qu'on peut faire, qui reste en équilibre sur une table. Du coup, cette somme harmonique a été beaucoup étudiée dans l'histoire et il y a un gros théorème à connaître sur la somme harmonique qui est un théorème qui a été prouvé par un certain Euler notamment. Qui dit que la somme harmonique Sn est équivalente au logarithme népérien de n. Ça, formellement, ça veut dire que si je fais le ratio entre Sn et log de n, j'obtiens une suite qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on ne va pas prouver ça exactement, puisqu'il faudra déjà que je définisse ce qu'est le logarithme népérien de n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que la suite Sn se comporte vraiment comme un logarithme, dans le sens où elle a tendance à transformer des multiplications en des additions. Du coup, intuitivement, elle va être équivalente à une fonction qui transforme vraiment les multiplications en additions. Et en fait, la fonction logarithme auquel elle est équivalente va permettre de définir le bon logarithme, et donc en particulier la valeur de la constante d'Euler E. Alors pour comprendre pourquoi la somme harmonique va se comporter comme un logarithme, il faut commencer par prouver que la somme harmonique va tendre vers l'infini. Donc vous avez sans doute déjà vu la preuve de cela. Elle consiste à écrire la somme harmonique, donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart et ainsi de suite. Mais on va mettre des parenthèses à des endroits opportuns qui vont nous permettre de bien mieux comprendre cette somme. Donc on va appeler U de 0 le terme qui correspond à 1 demi, U de 1 le terme qui correspond à 1 tiers plus 1 quart, U de 2 les termes de 1 cinquième à 1 huitième, U de 3 ceux de 1 neuvième à 1 seizième, et ainsi de suite. Alors intuitivement, la raison pour laquelle faire cela est vraiment une très bonne idée, c'est qu'en fait chacun des termes U0, U de 1, U de 2, U de 3 vont être à peu près constants. Donc en fait, c'est un peu comme si on mettait ensemble des paquets de taille à peu près équivalents. Donc dans ce cas, on a pris des paquets dont la taille sont tous à peu près égaux à 1 demi. Mais on aurait pu prendre des paquets plus gros ou des paquets plus petits. Il se trouve que si on prend des paquets comme U0, U de 1, U de 2, U de 3, la preuve va être relativement simple puisque c'est des paquets qui doublent à chaque fois en taille. Du coup, il y a quelque chose d'assez naturel qui vient avec cela. On peut remarquer aussi déjà apparaître le fait qu'on a doublé à chaque fois le nombre d'éléments dans chacun des paquets U de k. Plus précisément, U de k est une somme qui contient 2 puissance k termes. En fait, les termes de la série qui sont entre 2 puissance k plus 1 et 1 sur 2 puissance k plus 1. Et en particulier, on peut remarquer avec cette remarque que donc, chacun des termes étant compris entre ces deux termes-là, et puisqu'il y en a 2 puissance k, on peut encadrer U de k entre 2 puissance k divisé par 2 puissance k plus 1 et 2 puissance k divisé par 2 puissance k plus 1. Et on voit du coup déjà que U de k va être compris entre 1 demi et 1. Okay, donc on sent que U de k va jouer un rôle très important dans l'analyse de la somme harmonique. Et on peut caractériser ça de façon plus générale en écrivant S de 2 puissance k plus 1 qui va se décomposer naturellement en une somme de U de k. Bon, il y a toujours ce terme 1 qui correspond à aucun terme UK. Mais ensuite, S de 2k plus 1 va être égal à 1 plus U de 0 plus U de 1 plus U de 2 plus U de 3 et ainsi de suite jusqu'à U de k. Ce que l'on peut écrire comme 1 plus la somme des U de j pour j allant de 0 jusqu'à k. Et en particulier, on voit que pour passer de S de 2 puissance k à S de 2 puissance k plus 1, il suffit de rajouter le dernier terme U de k. Autrement dit, S de 2 puissance k plus 1 va être égal à S de 2 puissance k plus le dernier U de k. Du coup, on voit ici que pour passer de 2 puissance k à 2 puissance k plus 1, on va faire un x2, on a rajouté une valeur constante qui est U de k. Et du coup, on voit que pour passer de 2 puissance k à 2 puissance k plus 1, pour faire un x2 dans l'argument de Sn, on a dû rajouter à valeur Sn une valeur U de k. Donc si U de k était une constante, on aurait vraiment transformé la multiplication par 2, de n par 2,
en une addition U de k au terme Sn. Et du coup, on voit vraiment déjà la relation entre multiplier et ajouter qui apparaît à travers cette équation-là. Pour la rendre plus formelle, il faudrait que U de k soit une constante. Il faudrait que multiplier par une constante revienne à ajouter une constante. Et là, on aura vraiment le comportement d'un logarithme. Et en fait, ça, c'est pas vrai, parce que U de k va varier en fonction de k, mais on sent qu'il ne va pas forcément trop varier. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est montrer que U de k va finir par être quasiment constant. Autrement dit, on va montrer que la suite U de k converge. Alors on a déjà vu que U de k était borné, du coup pour montrer que U de k converge, il suffit de montrer que U de k va être une suite monotone. Alors on pourrait essayer de prouver directement que U de k est monotone en faisant U de k plus 1 moins U de k, mais avant de se lancer dans le calcul de U de k plus 1 moins U de k, faisons un cas plus simple pour vraiment comprendre ce qui va se passer. Essayons de calculer U de 2 moins U de 1 et essayons de trouver un signe à cette expression. Alors on peut remarquer que U de 2 est égal à 1 cinquième plus 1 sixième plus 1 septième plus 1 huitième, alors que U de 1 est égal à 1 tiers plus 1 quart. Mais là, on sent que l'on va pouvoir comparer directement 1 septième plus 1 huitième à 1 quart, et on va pouvoir comparer aussi directement 1 cinquième plus 1 sixième à 1 tiers. Et la raison pour laquelle on peut comparer ça directement, c'est qu'on voit qu'un huitième, c'est la moitié d'un quart, alors que 1 septième, c'est à peine plus que la moitié de 1 quart. Du coup, en particulier, 1 septième est plus grand qu'un huitième, et du coup, 1 septième plus 1 huitième va être plus grand qu'un huitième plus 1 huitième, qui est 1 quart. Donc on peut écrire ça de façon un peu plus formelle, en disant le fait qu'un septième est plus grand qu'un huitième, et on va utiliser aussi le fait qu'un cinquième est plus grand qu'un sixième. Et du coup, ça nous donne l'inégalité U de 2 moins U de 1, qui est supérieure ou égale à 1 sixième plus 1 sixième, plus 1 huitième plus 1 huitième, moins 1 tiers, moins 1 quart. Et là, en recombinant les termes de la bonne manière, on voit que 1 huitième plus 1 huitième moins 1 quart, ça s'élimine, alors que 1 sixième plus 1 sixième moins 1 tiers, ça aussi, ça s'élimine. Et du coup, on a cette expression qui est égale à 0, et on peut conclure que U de 2 est supérieur ou égal à U de 1. Passons maintenant au cas général. Si on prend U de k plus 1 moins U de k, U de k plus 1 va être égal à la somme entre des termes entre 1 sur 2 puissance k plus 1 et 1 sur 2 puissance k plus 2 du coup. Donc on peut réécrire les termes de la somme en n'oubliant pas qu'en fait on va rajouter les termes qui se suivent, les termes successifs. On se prépare déjà à l'étape suivante. Alors U de k, lui, on va juste le recopier tel quel, c'est la somme 1 sur 2 puissance k plus 1 sur 2 puissance k plus 2 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 2 puissance k plus 1. Et ensuite, pour trouver le signe de cette expression, on va utiliser l'inégalité qui dit que le premier terme à chaque fois des termes entre parenthèses est plus grand que le second. Et donc si j'utilise cette inégalité, et en recombinant aussi les termes, je vais me préparer à recombiner les termes comme je l'avais fait précédemment, je vais pouvoir affirmer que cette expression est supérieure ou égale donc à 1 sur 2 puissance k plus 1 plus 2, plus 1 sur 2 puissance k plus 1 plus 2, moins 1 sur 2 puissance k plus 1, et plus donc le deuxième terme qui est juste derrière, qui est la même chose, à la place d'avoir plus 2, cette fois on a un plus 4, plus 1 sur 2 puissance 2k plus 1 plus 4, moins le terme qui correspond au U de k qui est juste en dessous, c'est 1 sur 2 puissance k plus 2, et ainsi de suite. Et là, on voit que chacun de ces termes en fait va s'annuler, puisque si les deux termes que j'additionne ici, en fait, c'est les mêmes, donc ça va faire 2 fois ça. Et si je fais 2 fois un de ces termes, ça me fait exactement le terme à droite, ça me fait 1 sur 2 puissance k plus 1. Et du coup, tout ça s'annule, ça fait 0. Et du coup, au final, toutes ces expressions s'annulent, ce qui nous donne bien l'inégalité U de k plus 1 moins U de k, qui va être supérieur ou égal à 0, et donc U de k plus 1 est supérieur ou égal à U de k. Et ça veut dire que la suite U de k est croissante. On a aussi vu que U de k était plus petit que 1, donc U de k est croissante majorée, donc U de k converge. Et ça, intuitivement, ça implique le fait que S de 2n va être vraiment S de n, plus quasiment une constante, et cette constante sera en gros la limite
de u de k quand k tend vers l'infini. On voit que cette expression ressemble beaucoup à la décomposition du log de 2n en log de n plus log de 2. Elle transforme la multiplication par 2 en une addition par une constante. Du coup, on n'a plus qu'à identifier les termes. Le log de 2 ici va correspondre à la constante. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs familles de logs, elles dépendent de la base que l'on considère. Donc on a un log qui dépend d'une base b. Le fait que ces deux formules nous invitent à penser qu'il existe une base b qui correspond à la somme harmonique. Donc cette base b, en fait, je vais l'appeler plutôt e pour la constante de l'air, le nombre de l'air. Donc le log en base b de 2, on peut réécrire ça comme le log en base e de 2, que l'on appelle aussi le logarithme népérien de 2. Et c'est égal à la limite de u de k quand k tend vers l'infini. Donc si on continue un petit peu les manipulations algébriques, on a le log de 2 qui est égal à la limite de uk. Le log de 2, donc c'est le log en base e de 2. Et ça veut dire que si je prends l'exponentielle de ça, e puissance log de 2, ou le log en base e, donc ça va être égal à l'exponentielle de la limite de u de k. Et ça va être égal aussi à 2. Du coup, on va pouvoir définir la valeur de e en utilisant cette expression. Et pour cela, on va prendre la racine lim de ukm de cette expression. Ça nous donne e est égal à la racine carrée de la limite de ukm de 2, qu'on peut réussir à écrire 2 puissance 1 sur la limite de uk. Et ça nous donne une définition possible du nombre de l'air e. Donc c'est bien sûr pas la seule et c'est pas non plus la plus courante. Mais c'est une façon de la définir qui est parfaitement rigoureuse. On a montré que la suite u de k converge et qui relie une bonne base du logarithme népérien à la somme harmonique, qui est quand même une somme assez naturelle à considérer. Et je vous invite à aller en savoir plus sur les logarithmes, notamment avec ma vidéo sur la primitive de 1 sur x.